Yo, il y a un sujet qui m'intéresse énormément qui s'appelle du coup le bootstrapping. Et j'ai pas vu énormément de contenu en français dessus. Donc je me suis dit que ce serait l'occasion de faire une vidéo sur cette technique de développement d'activité, on pourrait dire, parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça fait probablement plusieurs années que je bootstrap. Et j'entends un peu tout et son contraire sur le sujet. Et je pense que, en fait, du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais demander à des gens qui bootstrappaient aussi. Alors certains, ils ont monté des boîtes qui aujourd'hui ont plus d'une vingtaine d'employés. Ils font énormément de chiffre d'affaires. D'autres, ils sont toujours en solo founder et ils ont généré un peu de cash pour pouvoir en vivre. Et moi, je suis dans cette zone-là pour l'instant. Donc j'ai pas mal de trucs à raconter et surtout de retours d'expérience, d'erreurs à pas faire, de trucs qu'il faut suivre. Et j'ai tout noté dans un Notion en fait. J'ai envoyé des messages vocaux à des potes et ils m'ont dit un peu aussi leur avis sur le sujet. Et j'ai tout noté, j'ai tout organisé. Donc ça va être l'occasion un peu de revenir sur chaque point et puis de voir en détail vraiment ce qu'est le bootstrapping. En tout cas, ma vision dessus et puis mon retour d'expérience et d'autres personnes aussi en même temps. Et surtout en fait, ça va être énormément très terre à terre, avec énormément de cas concrets. Alors j'ai pas mal d'histoires d'ailleurs, j'essaierai de ne pas être trop long de cette vidéo, mais pour être honnête, vous pouvez la regarder en x1.5 ou en x2 si c'est trop long, parce que je ferai pas d'impasse, je vais vraiment tout expliquer chaque point, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc, on va commencer par la première partie. Le bootstrapping, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une stratégie de développement d'activité. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est qu'en fait, généralement, on vit sur ses finances, où on a un faible revenu stream ou des économies qui sont venues par tout un tas de raisons. Et en fait, on tape dedans pour construire notre activité. Alors, c'est un peu différent de la levée de fonds, ou dans le sens où en fait, on va tout simplement prendre de l'argent à des investisseurs pour se financer. Donc le bootstrapping, on est vraiment dans une logique d'autofinancement, hein, tout simplement. Hein, pour pas tourner autour du pot, on s'autofinance et on essaye de créer un business ou de développer un business. Le truc, c'est qu'en fait, dans le bootstrapping, certains ils le font par choix, d'autres par contrainte. Parce que bien évidemment, on ne lève pas des fonds comme ça. J'ai vu beaucoup de gens qui ont levé des fonds, c'est pas en 5 minutes que ça se fait. Certaines fois, ça prend 6 mois du temps du CEO pour récupérer la levée, faire la levée, etc., voire plus des fois. Ça dépend du climat, voire moins aussi, hein, ça dépend toujours du climat économique et du levier. Parce que ça, c'est un point qui avait été dit. Dans la vie, en fait, tout est une histoire de levier. Il y en a qui peuvent lever des fonds, ça les intéresse, et du coup, ils lèvent, hein, tout simplement. Ils ont un track record, ils ont de la cred, et du coup, les gens leur prêtent. Et t'en as d'autres qui, tout simplement, par contrainte, ils n'ont pas le choix, donc ils s'autofinancent et ils avancent. Et donc c'est pour ça en fait que les gens qui opposent le bootstrapping à la levée de fonds, en fait, qui mettent les gens dans deux camps différents, c'est complètement crétin. Parce que, et je pense même que c'est du marketing en général, ceux qui font ça, c'est pour essayer de attirer l'attention des bootstrappers et du coup de mettre un camp contre l'autre. Parce qu'en fait, on peut être bootstrapper au début et après lever des fonds. C'est pas du tout quelque chose qui est incompatible. On peut par contrainte bootstrapper au début son business et puis en fait on commence à avoir du momentum, on commence à avoir de l'attraction. Et là du coup c'est totalement intéressant de commencer à lever de l'argent si on en a besoin pour développer l'activité plus vite. Et les points importants, c'est qu'en fait le bootstrapping, j'avais entendu un mec dire un truc super chouette, c'est qu'en fait quand tu bootstrap, il y a une différence avec ceux qui ont levé de l'argent, c'est qu'en fait ils savent absolument où chaque euro il part. Parce qu'en fait, chaque euro il est précieux. Et je dirais même que quand on bootstrap, on a tendance à voir. En fait, quand on gagne 200 euros, on sait qu'en fait, ça va être peut-être 5 ou 6 jours de plus qu'on gagne en fait à la fin pour travailler en plus sur son projet. Donc on a une relation à l'argent qui est totalement différente. Et du coup, on va être très économe. Et surtout, très calculateur. On ne peut pas se permettre de perdre 1500 euros, 2000 euros, 3000 euros dans des choses qui méritent un peu plus qui méritent de l'attention et de la réflexion. Alors, bien évidemment, le bootstrapping, ça c'est un autre point qui m'a été dit, et c'est vrai que c'est plus précaire. Hein. On n'est pas dans quelque chose qui est forcément toujours agréable. C'est d'ailleurs pour ça que certains partent dans un pays étranger. Tout ça, ils ont 10 000 euros en cash, sur le compte, ou 20 000 euros, et
En France, avec 10 000 euros, franchement, tu fais pas grand-chose. T'as quoi imaginons que tu gères vraiment bien ton rythme de vie et tu dépenses 1 000 euros par mois pour simplifier, ce qui est très peu, même impossible si tu es en région parisienne. Enfin, très difficile en tout cas. Et tu vois, tu as 10 mois. En 10 mois, c'est court, hein. Ça passe très vite. Et donc, il y en a des fois qui partent dans des pays étrangers pour avoir des niveaux de vie plus faibles et du coup tenir plus longtemps sur leur projet. Parce que du coup, au lieu d'avoir 10 mois, ça se trouve, ils en ont 24. Et là, ça peut changer le paradigme. Et parce qu'en fait, au final, et ça, c'est un truc qui m'est très cher, c'est que c'est un jeu de cash. Le bootstrapping, c'est un jeu de cash. L'entrepreneuriat, c'est un jeu de cash. Argent égale mois de travail, égale combien de temps vous allez pouvoir travailler sur votre projet sans commencer à vous inquiéter et à vous dire en fait là, il faut que je trouve un CDI, je suis pas heureux dans le freelance, enfin je suis pas heureux dans le bootstrapping, dans l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, blablabla. Qui sont tout simplement un raisonnement que moi j'ai fait et que beaucoup de gens ont fait, qui arrive en fin de cash flow et ça devient complètement difficile et puis tu finis par te dire en fait c'est peut-être pas pour moi l'entrepreneuriat, etc. Et puis en fait tu arrêtes tout, simplement. Et ça c'est parce que tu n'avais souvent pas assez de cash. Et c'est pour ça que ça, c'est le truc le plus important de la vidéo. Franchement, le but du jeu, du bootstrapping, c'est d'arriver le plus vite possible au ramen profitable, au salary profitable. En fait, à l'autofinancement, mais par le flux du revenu du bootstrapping. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est que si vous dépensez à peu près 2 000 euros par mois, c'est d'arriver le plus vite possible à 2 000 euros en net. Donc vous rajoutez les taxes dessus, en fait. Donc à 2 500 à peu près en MRR. Et ça, c'est vraiment la priorité. C'est la plus grande priorité. Parce qu'après, une fois que vous êtes arrivé à ce point-là, ça change totalement le game. Vous avez monté la première marche et c'est la marche la plus appréciable quand on bootstrap. Parce que celle-là, elle est très gratifiante. Pour une raison simple. C'est que si jamais vous atteignez cette marche, après, vous pourrez rester concentré autant de temps que vous voulez sur votre produit. Autant de temps que vous voulez et vous vous emmerdez plus à faire le freelance, vous vous emmerdez plus à penser à comment faire de l'argent à gauche à droite, à vous défocus. Vous allez pouvoir être focus à 100% du temps sur votre projet et du coup tout ce qui va grimper derrière, c'est des points, c'est de l'argent en plus qui va vous permettre ça va être du bonus en fait pour continuer à le réinvestir dans le business et le grossir. Donc ça, quand on bootstrap, il faut calculer combien on dépense et il faut calculer ce montant où on va être ramen profitable. J'ai un ami qui dit de manière péjorative, il appelle ça le fuck you money. En gros, c'est quand tu atteins ton fuck you money, c'est en fait, tu n'as plus de freelance, tu restes focus et tu t'en fiches en fait du reste. Et là, ça, quand tu arrives là-dessus, c'est bien. Ensuite, il y a d'autres points importants, c'est les revenus d'opportunité. En bootstrapping, il faut avoir cette capacité à générer de temps en temps des revenus d'opportunité quand on voit que ça commence à devenir chaud. Ça, c'est une faculté qui est très très forte. Avoir une skill en fait pour faire de l'argent très vite, c'est le luxe. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui t'arrive à coder rapidement sur. Imagine, tu as une spécialité pour générer une application mobile très vite ou un site web d'intégration parce que tu codes vite. Et si quelqu'un il a un site vitrine à faire et tu sais que ça va te prendre, un week-end, 2 week-ends à le faire et que derrière il te paye 1 500, 2 000. En fait, tu traces dessus, tu le fais et tes 2 000 euros, il te permet de tenir tout le mois en fait. Et ça, c'est les gens très forts en fait à générer des revenus d'opportunité, c'est des gens qui vont avoir de la facilité derrière un bootstrapping. Donc il faut rester focus, mais il y a des fois, moi j'avais une histoire, une fois où il y avait un site qui était tombé un peu tombé du ciel et en fait ça avait pris une journée à le faire et ça avait rapporté à l'époque à peu près 2 000 euros pour un week-end de boulot. Et donc ça c'était cool. Donc on était voilà. Et ça c'est un truc important, les revenus d'opportunité. Alors il y a un point aussi qui est important, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'amour du produit. En fait, comme tout est une question d'argent au début, il faut faire quelque chose qu'on aime parce que sinon on ne va pas réussir à tenir sur le long terme. Ça, c'est un truc dans lequel je crois fort. Mais surtout, il faut être capable de très rapidement générer de l'argent sur sa cible. Très rapidement. En tout cas, le plus vite possible. Avant votre date de mort. Qu'on doit à peu près connaître. Parce que si on tombe dans le piège de l'amour du produit,
Et Dieu sait que je suis tombé je sais pas combien de fois là-dedans. En fait, on code, mais on fait pas de marketing. Et si tu fais pas de marketing, bah, t'as beau avoir un super produit, certes, t'as du bouche à oreille, tu grossis, mais des fois, ça peut être la merde. Donc, il faut vendre. Et il faut éviter toujours dans la next feature, la next feature, la next feature. Parce que le bootstrapping, c'est une question de beaucoup d'argent. Il y a quelqu'un qui, alors ça, j'ai jamais été très bon là-dedans, mais quand tu fais un peu de cash en bootstrapping, il faut savoir déléguer. C'est quelque chose qui me semble être vraiment essentiel. Si tu vois en fait, t'as, je sais pas, 1000 euros d'un coup qui rentrent et que tu peux les mettre quelque part qui vont te permettre de transformer ces 1000 euros en 1300 assez vite, tu le fais en fait parce que c'est 300 de bénéfices. Sur le long terme, en compound, ça peut vraiment faire la diff. Donc, il ne faut pas avoir peur de réinvestir l'argent. En fait, quand on a vécu en bootstrapper pendant plusieurs années, on est très économe et du coup, on va avoir très peur de déléguer parce qu'on va avoir peur de perdre ce cash qui a été durement gagné. C'est parfois une erreur, même très souvent. Alors, un autre point important à propos de la compétition. La compétition, on s'en bat les couilles. Le marché, il est énorme. Quand tu fais un truc, la compétition, on s'en bat les couilles. Déjà, on ne sait pas ce que la compétition, si ce qu'elle dit sur les réseaux, c'est vrai. On ne sait pas exactement combien elle fait de MRR, combien de temps ça lui a pris. On s'en fout. Le marché, il est énorme, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce qu'il y a un acteur énorme dans le marché qui est énorme qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'autres acteurs. Les stratégies de winner takes all, elles sont très rares. Et généralement, les stratégies comme... alors elles sont vraies pour des boîtes comme Uber, c'est vrai. Mais vous voyez, même pour Airbnb, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui louent leur maison de vacances sur Le Bon Coin, sur Holidays. Enfin, il y a quand même, et je suis sûr qu'il y a même des sites spécialisés dans la niche, genre par exemple des sites de Airbnb spécialisés pour les gays, tu vois, où il y a plein de trucs. Donc en fait, il y a plein de niches qui existent. Et ça, la compétition, en fait, on s'en fout. Vous la regardez pas, c'est pas votre problème, en fait. Et c'est encore plus en bootstrapping, parce qu'il y a clairement de la place pour se faire un salaire, même s'il y a un gros acteur sur le marché. Ça va dépendre de votre résilience. Alors, c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut taper une niche. Quand on bootstrap, attention, on tape une niche et on focus sur une seule valeur, une seule value proposition. Ça, il faut vraiment se le rentrer dans le crâne. Quand on bootstrap, on joue avec des cartes qui ne sont pas forcément simples. Donc, on fait peu de choses et on essaye de le faire extrêmement bien. Et ces peu de choses qu'on fait, on s'assure qu'elles ont de la valeur progressivement. Donc, il faut être assez volatile et il faut être assez rapide dans l'exécution parce qu'il va falloir itérer très vite. Il faut aussi, c'est une personne qui me l'avait dit, qu'il ne faut pas avoir peur de copier. C'est vrai. Vu qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps devant nous en termes de cash flow, il ne faut pas avoir peur de copier une feature. Hein. Si ça permet de gagner du temps, tu copies bêtement et tu itéreras au fur et à mesure. La réalité, en fait, c'est que la plupart des gens qui copient une feature, quand on revient 6 mois après, elle a complètement rien à voir avec la feature qui a été copiée. Donc, faut pas que ce soit quelque chose qui vous stresse de copier, en fait. On s'en fiche. Pas vraiment un problème. Alors, bien évidemment, le bootstrapping, ça demande de la patience et de la résilience. Et ça, je vais faire un petit point là-dessus. C'est que, tous ces types là qui vous vendent des formations pour devenir riche en 6 mois, quand on fait du SaaS, alors dans le dropshipping peut-être, hein, j'y connais rien, c'est pas mon métier et c'est forcément peut-être probable qu'on puisse faire beaucoup d'argent très vite dans le dropshipping. Mais quand on n'y connaît rien, même je pense que quand on n'y connaît rien, qu'on fait du dropshipping ou ce genre de trucs, il y a quand même une marge de progression à faire avant de faire des bons coups, on tape pas direct dans le mille. Donc c'est pas en 3 jours qu'on le fait. Donc il faut être résilient. Et dans le SaaS, n'y pensez même pas, hein. Un SaaS, avant qu'il commence à générer un bon cash flow, le temps de construire le produit, etc., en fonction de votre chance et de vos compétences, c'est entre 12 et 24 mois, hein, clairement. Hein. Moi, ça a pris 18 mois hein, avant de faire 1000 de MRR. Peut-être un peu moins, je pense peut-être 14 mois j'avais calculé. Et moi, mon pote Danny Lead, c'est pareil. Hein, lui, quand il a démarré, avant de faire 1000 de MRR, il a mis plus d'1 an. Hein. Les mecs de Crisp, je ne sais pas si je peux communiquer, mais ça a pris plusieurs années entre le moment où il y a eu l'idée et au moment où ils ont atteint 3000 de MRR, par exemple. Donc, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Donc, il faut être résilient, il faut être patient
Et c'est pour ça que si vous faites ça que pour l'argent et que vous êtes quelqu'un de très pressé, évitez le SaaS. Parce que le SaaS, c'est quelque chose qui peut faire beaucoup d'argent mais qui prend du temps. Et évitez également aussi en fait, de faire quelque chose que vous n'aimez pas. Parce qu'en fait, ça va pas très bien se passer forcément. Vous allez finir par arrêter. Parce que vous allez être déçu du résultat. Faut construire sur vos forces. Si vous êtes très fort en code, en fait, construisez un produit là-dessus. Si vous êtes très fort pour vendre, allez pas vous mettre dans un endroit où vous allez forcément avoir besoin vous allez être au dépend d'un développeur. Il y a peut-être des trucs que vous pouvez faire en dehors de ça. En tout cas, construisez sur vos forces et ayez conscience des cartes que vous avez et jouez avec les cartes que vous avez sans devoir forcément faire trop de compromis et se mettre dans des situations où on dépend trop des autres. Parce que le temps, c'est de l'argent. Donc si vous dépendez d'un développeur et que le développeur il vous lâche, c'est un peu la merde. Ça arrive énormément de fois. Alors, et la vérité en plus, apprenez à coder ou utilisez des outils de no-code. Il vaut mieux être indépendant quand on bootstrap. C'est mon avis. Il faut être aussi un mouton à 5 pattes. Et il faut aimer toucher à tout. Parce que dans le bootstrapping, il va falloir jouer avec plusieurs chapeaux. Il va falloir être capable de faire des vidéos, de faire du marketing, de faire de la compta, de faire du produit, de faire du benchmarking pour voir quel outil est le plus intéressant pour nous, pour aller le plus vite. Généralement, ce qui se passe, c'est que tu fais le travail de beaucoup de personnes. C'est pas comme un CDI où... Voilà, c'est l'entrepreneuriat, quoi. Donc, faut être très agile. Un autre point, c'est qu'il faut utiliser des technos qui sont simples et stables dans le temps. Allez pas utiliser des trucs un peu trop, trop innovants qui ont pas forcément qui peuvent tomber parce que le mec qui maintient le framework, il est plus dessus. Utilisez un truc qui est stable quand vous faites du bootstrapping. La technologie, vous l'utilisez pour aller le plus vite possible, donc il faut qu'il y ait quand même beaucoup de questions sur Stack Overflow dessus. Faut pas que ce soit un truc trop edgy qui va vous faire perdre du temps parce que c'est un new shiny framework et qu'en fait, il y a très peu de gens qui l'utilisent et que du coup c'est un peu buggé à des endroits. Ça va vous faire perdre du temps plus qu'autre chose. Et derrière, après, de toute façon, si vous kiffez et que vous avez du cash, vous pourrez toujours vous amuser à upgrader vers d'autres frameworks. Évitez trop les dépendances à des trucs externes. C'est Baptiste qui me l'avait dit de Crisp. Le jour où la plateforme elle veut te niquer, c'est la merde. Bon, ça, c'est arrivé à plein de gens. Hein. C'est arrivé à Loïc Lemeur d'ailleurs, avec à l'époque quand il bossait sur son truc Sismic, qui était basé entièrement sur l'API de Twitter. Quand Twitter ils ont décidé de fermer certains points de l'API, c'était la clé sous la porte, quoi. Ils pouvaient plus faire. Et d'ailleurs, Twitter, il y a quelques jours, ils ont décidé de rendre l'API payante. Donc, quand on fait des business sur des API externes, ça peut être très génératif, très, très rapide à attirer des gens parce qu'en fait, on piggyback sur une plateforme, mais c'est aussi très risqué. Par exemple, Crisp, ils avaient tout basé sur... ils avaient construit des bus sur Firebase et je crois qu'ils s'étaient retrouvés avec une facture de plusieurs milliers d'euros assez vite. Et en fait, ils étaient étudiants, donc les mecs, ils n'avaient pas le cash pour payer ça, donc ils ont dégagé Firebase, ça a été du temps perdu. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il m'a cité Firebase. Il y a aussi une erreur, c'est que les jeunes bootstrappers, ils ont souvent plein d'idées. C'est des profils très créatifs. Et chaque week-end, ils veulent implémenter une idée qui n'a rien à voir avec celle du week-end dernier. Et en fait, ils finissent tout simplement par se défocus constamment. Et ça, c'est une erreur. Il y a un moment, surtout quand on ne fait pas d'argent au début, et qu'on ne voit pas le coût que ça a de switcher d'une idée à l'autre, parce qu'il est très faible, généralement, il vaut mieux se concentrer sur une seule idée et piggyback dessus jusqu'à ce que ça fonctionne en fait, et utiliser son flair. Ou alors vous lancez plein d'idées différentes, mais il va falloir très vite, quand il y en a une qui fonctionne, rester concentré dessus et dégager tout le reste. Donc toujours une histoire de focus. Hein. De toute façon, le focus il est toujours relié au cash qu'on a sur le compte. Hein. C'est-à-dire, si vous pouvez vous permettre d'être défocus pendant un week-end, c'est que vous avez une situation qui est bien et que vous avez du cash sur le compte, quoi. Alors, ça c'est important aussi, parler le plus vite possible à ses clients. En gros, ça, c'est la base. On veut être rapide, on veut itérer rapidement. Vous avez vos suppositions dans votre tête. Mais le truc, c'est que vous n'avez aucune garantie que ce que vous pensez qui est intéressant pour un client, il l'est réellement.
Donc la seule manière de s'assurer de ça, c'est est-ce qu'ils l'utilisent ou est-ce qu'ils payent pour cette feature-là. Vous pouvez même les faire payer en avance ou tester un peu l'intention. Et surtout, croire les gens sur leurs actes. Les gens qui vous disent « ouais, c'est génial, c'est génial, c'est génial », ça peut l'être. Mais en fait, ça se trouve, quand ça va sortir, ils ne vont pas l'utiliser. Donc, essayez de croire les gens, de plutôt vous baser sur les actes des gens plutôt que sur ce qu'ils disent. Et faites des démos constamment. Foutez le Calendly sur votre landing page, parlez à votre client, les gens qui achètent vos produits sur votre e-commerce. Envoyez-leur un email pour parler avec eux, comment ils vous ont trouvé, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont acheté ce produit, qu'est-ce qu'ils en pensent, est-ce que le parcours client il a été correct. Franchement, c'est des gens qui vont... C'est pas très difficile de rentrer en contact avec eux et ça va vous permettre d'avoir un feedback qui va avoir une valeur énorme pour itérer. Et en fait, c'est le seul moyen de comprendre ce dont ils ont besoin et donc de trouver un product market fit. Alors, on arrive au bout. Le bootstrap à seul ou à plusieurs, c'est quelque chose de différent. J'ai fait les deux. Quand on bootstrap seul, ça se passe dans la tête. C'est pas simple, parce qu'on n'a pas de cofondateur avec laquelle on va pouvoir tout simplement interagir et voir en détail si nos idées elles sont bonnes. En fait, donc c'est là du coup très important de faire des démos quand on est tout seul, à mort. Les démos. On parle au client au maximum, encore plus que quand on est à plusieurs. Parce que là en fait on peut très vite partir tête baissée dans une direction quand on est tout seul et se rendre compte au bout de 3 mois qu'en fait c'était complètement une énorme connerie. Et là, du coup tu as perdu 3 mois de cash. Donc bootstrapper à seul ou à deux, c'est très différent. Par contre, quand on est à plusieurs, et ça c'est Nofal qui me l'a raconté, et j'ai trouvé ça assez juste, il faut être extrêmement strict sur les associations. Quand tu as levé de l'argent, tu as plus de marge de manœuvre, en quelque sorte, parce que du coup, tu vas pouvoir recruter des employés. En bootstrapping, imaginons que tu es avec un marketeur et un développeur. Si pour une raison X ou Y, le développeur il se barre, c'est la merde. Donc, c'est ce qui est écrit là. Tu perds ton associé, tu es un peu mort. Tu es peut-être mort en fait. En tout cas, ça augmente la difficulté. Donc, il faut, c'est vraiment très différent. Et ça, il faut le prendre en compte quand on bootstrap. Et surtout, je ferai peut-être une vidéo un jour sur ça, sur les associations en startup, même si j'ai pas beaucoup d'expérience, donc je pense pas que je sois très légitime d'en parler. Mais attention, c'est un jeu de cash et de temps. Donc, une mauvaise association, ça peut niquer à la fois vos économies et en plus derrière, tout simplement votre temps, quoi. Des fois, il vaut mieux faire en 12 mois quelque chose tout seul et s'assurer que ça fonctionne et le faire à son rythme qu'à deux et se prendre le chou. Et surtout, en fait, un autre point important, c'est que quand on est tout seul, on n'a personne avec qui le célébrer. Donc, célébrez vos succès avec votre femme, avec votre famille, avec vos amis et célébrez-le. C'est important. Alors, ah ouais, c'est très important ça. Oh là là là. Oh là 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 là. Je prends une gorgée, désolé, mais parce que ça, c'est un truc qui me fait... Ah, c'est un truc de fou. Bon, en gros, le truc. Quand on bootstrap, qu'on sait pas ce qu'on est en train de foutre, et qu'on recrute des stagiaires, c'est le meilleur moyen d'aller là droit dans le mur. Alors là, ça, je vous garantis, c'est l'erreur à ne jamais faire. Et je me suis déjà retrouvé dans un cas comme ça. Quand on ne sait pas ce qu'on est en train de foutre, quand on ne sait pas où est la valeur, qu'est-ce que vous allez expliquer à un stagiaire ce qu'il faut faire? Franchement, ça va être une perte de temps monumentale. Entre trouver le stagiaire, entre le former, sachant qu'en plus c'est des profils très souvent qui sont temporaires, c'est clairement pas la bonne solution. Moi, je préfère 100 fois un mec qui se démerde tout seul avec des outils de no-code qu'un Gugus qui va aller chercher, qui va perdre son temps à essayer de chercher des stagiaires pour réaliser son truc. Et généralement, il va droit dans le mur. Au moins, le mec qui va essayer de se démerder tout seul avec des outils de no-code, il va pouvoir être 100 fois plus agile et la probabilité qu'il tape dans le mille, au bout d'un moment, elle est largement plus forte. Franchement, ça, les stagiaires, c'est mon avis, je suis un peu radical dessus, mais oubliez en bootstrapping, hein, clairement. C'est, ou alors, il y a peut-être des cas où ça fonctionne, hein, j'en sais rien, mais moi, toutes les expériences que j'ai eues là-dessus, ça a été une perte de temps, ça m'a plus fatigué qu'autre chose. Et
Et honnêtement, j'en ai vu plein, ce qui s'est très mal passé. Mais par contre, j'ai pas dit qu'il faut pas s'entourer. Hein. C'est extrêmement critique pour recevoir des conseils. Si vous avez un réseau de gens qui sont totalement très intéressants pour donner du feedback sur votre projet, essayez régulièrement de les challenger, de les contacter pour récupérer du feedback. Parce qu'ils vont avoir des conseils qui peuvent être assez pertinents sur plein de sujets. Bon alors, un autre point important au niveau de la santé quand on fait du bootstrapping. D'ailleurs, j'ai d'autres choses à raconter que je n'ai pas tout mis. La santé mentale est critique. Quand on bootstrap, quand on est on a probablement un nombre de jours limité. Et ce qui se passe, c'est que notre projet devient notre vie. Ok ? Et quand votre projet devient votre vie, tout le reste devient une perte de temps dans notre tête. Moi, je suis un mec qui aime bien la cuisine, qui aime bien le football, même si j'essaie de limiter, et qui aime bien les tiny house, qui aime bien tout un tas de sujets, en fait, tout un tas de trucs. J'adore YouTube aussi. Regardez, pas se geeker sur YouTube. Et le truc, c'est que si vous négligez, si vous n'allez plus faire du sport parce que alors vous aimez bien le sport, vous n'allez plus au restaurant alors vous aimez bien aller au restaurant, tous ces trucs-là, c'est le meilleur moyen de faire un burn-out. Plus le temps se rallonge. Ces moments-là, et c'est pour ça qu'il faut se connaître et savoir ce qu'on aime, il faut les privilégier à mort. S'il y a un truc que vous kiffez faire, c'est pas parce que vous êtes en train de bootstrapper qu'il faut arrêter de le faire. Franchement, sur le long terme, ça va être des bouffées d'air qui vont avoir un impact énorme. Et surtout, on fonctionne souvent par rush. Il faut savoir gérer les pauses. Moi, je sais qu'au bout de 10 jours, je commence à fatiguer. Quand ça fait 10 jours que je travaille à fond, c'est pas du lundi au vendredi et le week-end je me repose. C'est souvent des phases de 10 jours. Au bout de 10 jours, je commence à le sentir sur les côtés de la tête, derrière. Je commence à fatiguer. Ça, j'ai appris à le gérer. Il y a un moment où je continue à forcer comme un couillon. Ça m'a coûté une partie de mes cheveux et un burn-out. Donc je vous le déconseille. Ce qu'il faut faire, c'est il faut savoir gérer ces pauses-là. Si tu as besoin de te reposer pendant 3 jours, c'est pas grave. Tu te reposes pendant 3 jours. La réalité, c'est que cet enthousiasme, il finit toujours par revenir au bout de quelques jours. Donc on se repose et c'est du long terme. Et on fonctionne surtout si vous fonctionnez par rush. Et apprenez à gérer vos pauses, à vous connaître votre corps, parce que ça, en termes de santé mentale et pour tenir sur le long terme, c'est bien. Très important. Alors, ça, je sais plus pourquoi est-ce qu'on m'avait raconté ça, mais trio, passion, stabilité psychologique et productivité. Mais la stabilité psychologique, c'est vraiment un point important. Hein. Et surtout, un autre point aussi, la nutrition. Franchement, moi, il y a un moment, je bouffais que de la merde. Mais que de la merde, genre des fast-food. Voilà, parce qu'en plus, ça coûtait rien. Faites pas ça, quoi. Achetez vos légumes, coupez-les, j'en sais rien, mais prenez soin de votre santé au niveau de la nutrition. Ça prend 5 minutes, hein, j'exagère, mais ça prend 1 heure hein, de cuisiner grand max. Hein. Et puis au pire, vous regardez une vidéo en même temps que vous cuisinez. Mais évitez ce que vous mettez dans votre corps, c'est important pour l'esprit. Donc il faut éviter de manger des cochonneries et tous les plats surgelés, etc. Certes, ça fait gagner du temps d'aller manger au McDo ou de faire ces plats surgelés, mais c'est aussi ce qui va permettre ce qui peut vous faire craquer sur le long terme et de vous faire sentir mal en fait. Et ça va pas être productif. Et je vais peut-être terminer sur ce dernier point. Voilà, il va faire une petite demi-heure cette vidéo. Je crois que j'ai jamais fait une aussi longue, mais j'avais pas mal de trucs à dire. Alors, les sensations qu'on a quand on bootstrap, elles sont assez chouettes. Moi, quand on peut, franchement, je recommande de bootstrapper. Parce que j'ai jamais levé de fonds, donc je devrais me la fermer, parce que j'en sais rien ce que c'est de lever des fonds. J'ai vu à des boîtes à The Family qui ont levé, etc. J'ai eu beaucoup de retours d'expérience de gens qui ont levé. C'est un autre game. Moi, je me sens mieux dans le game du bootstrapping. Donc, à vous de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. De toute façon, il faudra trouver par expérience, par expérimentation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le bootstrapping, moi, je ne regrette pas d'être passé par là. Parce que, en fait, les sensations que tu as de passer les marches les unes après les autres, d'avoir ce premier paiement, de hustle, quand on est vraiment dans une logique de long terme et de petits pas et qu'on avance à son rythme, franchement, c'est quelque chose qu'on se souvient très longtemps.
Et c'est pour ça que je vous recommande aussi beaucoup de rejoindre des communautés où il y a des gens qui bootstrap, même faire des groupes WhatsApp avec quelques amis qui bootstrap, c'est un truc qui aide et c'est un truc qui va vous permettre aussi de tenir plus longtemps. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait marqué là. Ouais, bon, bah, ça c'est quand l'argent il rentre quoi, au fur et à mesure. Mais il faut, c'est du long terme et c'est quelque chose qu'il faut tout simplement travailler petit pas par petit pas. Donc, pour récapituler, le bootstrapping, un jeu de cash. Connaissez votre date de mort et surtout, ayez une connaissance le plus vite possible d'arriver à ce moment de, entre parenthèses, le fuck you money. Deuxièmement, prenez soin de votre santé psychologique. Très très important. Faites gaffe à vos associations, faites gaffe aux décisions que vous prenez, essayez de prendre du temps pour réfléchir. Parce que c'est des choses qui, c'est vraiment aussi, on est dans une logique, on a un timer au-dessus de nous, mais le bootstrapping c'est aussi du long terme. Et troisièmement, j'en sais rien, mais ah oui, parlez le plus possible à vos clients pour itérer le plus vite possible, à fond. Ça c'est clair et net. Donc voilà, n'hésitez pas à dire un peu votre retour d'expérience sur vous, comment vous avez vécu le bootstrapping, et puis s'il y a des choses aussi que j'ai oubliées ou des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je pense que c'est un sujet qui est à la fois génial et essentiel et il y a trop peu de ressources dessus. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et à vous abonner si ça vous plaît. Je partagerai un peu mes tours d'expérience sur tout un tas de trucs. Je parle de marketing, etc. Et je vous souhaite du coup une bonne journée et à très bientôt.